20h, 21h, France Info, les informés, Olivier Delagarde. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez et merci d'avoir choisi de débuter votre week-end avec nous. Les informés vont tenter d'être à la hauteur de cet honneur. Laissez-moi vous les présenter sans plus attendre. Bonsoir Madame Mostafavi. Vous êtes rédactrice en chef à Courrier International. À côté de vous, Franck Dedieu, bonsoir. Bonsoir. Directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Michel Soudet, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef adjoint à Politis. Et enfin, Xavier Denamur, bonsoir à vous Xavier. Bonsoir à tous et bonsoir vous Olivier. Restaurateur, un restaurateur qui n'a pas la langue dans sa poche. Tiens, une question qu'on nous pose souvent, mais quand les informés sont-ils prévenus des thèmes dont ils vont devoir débattre le soir ? Eh bien, en début d'après-midi, parce qu'il faut leur laisser un petit peu de temps pour préparer l'émission, pour forger leurs arguments, mûrir quelques saillies drôlatiques. Mais vous le savez, sur France Info, si l'actualité le nécessite, on peut changer un thème à la dernière minute, juste avant l'émission, ou même pendant l'émission. Vous voilà prévenu. Allez, c'est parti pour une heure de débat. Et on commence par une info qui n'est pas extrêmement nouvelle, elle date de ce matin. Nicolas Sarkozy pourrait être jugé dans le cadre de l'affaire Big Malion. Le Conseil constitutionnel a effectivement rejeté le recours de l'ancien président contre la tenue de son procès. Nicolas Sarkozy avait saisi les sages, estimant déjà sanctionné par la commission des comptes de campagne, mais ceux-ci donc ne l'ont pas suivi. Ce procès pourrait donc avoir lieu et le conditionnel s'impose, car vous le savez, les chemins de la justice sont parfois et toujours tortueux. Écoutez d'abord peut-être l'amertume de l'avocat de Nicolas Sarkozy, maître Emmanuel Pivnica. C'est une très grande déception. J'étais convaincu, et je n'étais pas le seul à être convaincu, du caractère sérieux de cette question prioritaire de constitutionnalité. C'est une décision du Conseil constitutionnel, elle s'impose à tous. On respecte évidemment cette décision, ça c'est plus un sujet maintenant. Bon alors, Franck Dedieu, c'est une mauvaise nouvelle évidemment pour Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour la droite finalement ? Alors, bonne question. Ça tombe tout de même après Balkany où le parquet requiert 4 ans de prison ferme. Il va y avoir un renvoi en correctionnel pour financement illégal de campagne. Alors on se dit finalement c'est une affaire de plus dans une droite francilienne des années 80-90. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ? On pourrait dire que par contraste, il y a un effet Bellamy. C'est-à-dire que quelque part, Bellamy, il se présente sous des traits radicalement différents. Il est plus jeune, il est prof de philo, c'est quand même pas dans le domaine on brasse pas beaucoup d'argent lorsqu'on est prof de philo. Il a un petit côté un peu péguiste à l'égard de l'argent, une petite défiance, etc. Donc on se dit finalement, par jeu de contraste, est-ce que ça ferait pas paradoxalement, les affaires de Bellamy. Finalement, vous nous dites que c'est la mort d'une ancienne droite, la droite Sarkozy, et puis la naissance d'une nouvelle droite, finalement. C'est cette droite qui veut être vertueuse, qui veut, je dirais, retrouver des accents de détachement, de don au bien commun. Je dis, c'est l'image qui veut jouer. Et quelque part, ces événements-là, je dirais, traverse son récit personnel. Je ne dis pas forcément que c'est gagnant. Madame Mostafavi, vous entendez Franck Dedieu qui dit que c'est finalement pas une si mauvaise nouvelle que ça pour la droite. Pour la droite, je ne sais pas, mais moi je pense que c'est quand même toujours une mauvaise nouvelle en tout cas pour l'intérêt des électeurs à quelques jours d'une échéance électorale, parce que dans un sondage récent, Nicolas Sarkozy faisait partie des personnalités politiques préférées des Français. Alors c'est souvent le cas des personnalités politiques qui n'ont plus réellement de mandat et qui sont juste là comme ça, comme un... Ça dépend lesquels quand même. Ça dépend lesquels. Parce que, mais du coup, ça donne quand même toujours cette petite impression que les personnalités politiques, y compris celles qui restent appréciées, ont des casseroles, et donc peut-on faire confiance aux politiques qu'on va élire. Donc c'est droite ou pas droite, mais c'est vrai qu'après... Je parlais davantage de Bellamy que de la droite en général. Oui, mais... Michel Soudet ? Je pense qu'une fois de plus, on a vu un homme politique pris dans des affaires jouer la procédure. Il a joué, il a perdu. Mais néanmoins, l'affaire, les débuts des révélations sur Big Malion, ça remonte tout de même à 2014. Là, on est en 2019. Ça fait 5 ans. Et voilà. Et alors qu'il y a des tas de gens ordinaires qui sont jugés extrêmement rapidement, ce qui peut arriver de penser, c'est qu'effectivement, une fois de plus,
les puissants s'en sortent bien parce qu'ils gagnent du temps, ils savent se faire juger plus tard. Et les jeux de procédure ne sont pas terminés avec Nicolas Sarkozy, parce qu'il y aura un jugement en première instance, et puis certainement un appel, et puis certainement une cassation. Donc, on n'est pas encore du tout un jugement. Pour ce qui est de la droite, si on entendait encore ces derniers jours certains formuler l'hypothèse que Nicolas Sarkozy pourrait essayer de faire un retour comme en 2014 pour remettre un peu de l'ordre dans sa famille politique, là, avec cette procédure judiciaire qui continue, ça le met à l'écart pour longtemps, je pense. Ça libère le terrain pour les adversaires de Nicolas Sarkozy au sein de la droite, Xavier de Namur? Oui, alors moi, je ne suis pas trop ma tasse de thé, l'histoire de la droite et de Sarkozy. Par contre, ce qui m'intéresse... La politique, ça vous intéresse? Si, ça m'intéresse, la politique, mais la vraie politique, dans le sens... Parce que moi, ce que je m'aperçois... Les idées, prendre de la hauteur... Un peu ça, mais là, ce que je vois juste, c'est que la justice, je ne sais pas si elle est aux ordres ou pas, mais elle pourrait avoir une petite trêve des confiseurs, je dirais, pendant les élections. Pourquoi cette affaire, elle sort? Moi, je ne suis pas spécialement de droite, mais pourquoi elle sort tout d'un coup, à ce moment-là, en pleine élection européenne, et l'affaire, alors ils auraient pu attendre la fin des élections et sortir l'affaire. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose qui m'intéresse là-dedans, c'est tout le pognon qu'on parle. Donc il y a plus de 40 millions qui ont été dépensés, donc plus 20 millions. Et dans ces élections, on s'aperçoit, c'est quand même Macron qui est maintenant, lui, au pouvoir. Et il y a eu toute une histoire sur le pognon, d'où il vient pour être élu dans ce pays. Et Macron, lui, c'était le pognon, pas du premier cercle, mais du deuxième ou troisième cercle. Et on cherche à savoir qui. Il y a quelques donateurs. Sarkozy allait chercher du pognon, alors peut-être des valises ou pas. Et donc tout ça, pour moi, c'est pas très bon pour la démocratie, c'est pas très bon sur ce que ça raconte sur la vraie politique comme elle devrait être. Et donc du coup, ça recrée plus de défiance de la part des citoyens sur la politique. Franck de Dieu. Le lien que vous faites avec Emmanuel Macron est assez juste, alors qu'il a quand même des limites, mais on voit que se pose de façon plus générale la question du financement par l'État. Et on voit que de fil en aiguille, de degré en degré, se posent à chaque fois les mêmes questions en se disant finalement, eh bien, parce que c'est l'État et non pas le privé qui participe, on n'aura plus de problème. En fait, on en a davantage. Et il y a une Julia Cagé, dont vous avez donné largement la parole, qui justement a travaillé les dons faits reçus au bénéfice d'Emmanuel Macron. Et on s'aperçoit que finalement, quand vous pouvez donner jusqu'à 7 500 € par personne et par an, eh bien finalement, au bout d'un moment, ça fait quand même beaucoup. Et il a reçu la moitié de ses dons par une minorité, seulement 800 personnes, qu'on peut considérer comme ayant des moyens. Je dirais, ont participé à la moitié de ces dons, ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup. On va continuer à débattre de cette affaire, mais il est 20h10 sur France Info. C'est l'heure d'un petit tour de l'info avec Jules Dequisse. Emmanuel Macron s'investit encore un peu plus ce soir dans la campagne des Européennes et il cible une nouvelle fois le Rassemblement national. Son bilan est une catastrophe pour l'Europe et la France, d'après le président de la République. Le parti de Marine Le Pen, principal rival de La République En Marche, pourrait s'imposer au soir du 26 mai, d'après plusieurs sondages. Ils sont en train d'être évacués par les forces de l'ordre. Coup d'éclat de militants anti-OGM aujourd'hui dans une usine Monsanto à Trèbes, dans l'Aude. Ils sont une quarantaine de faucheurs volontaires à s'y être installés ce matin. Ils dénoncent la commercialisation de semences de colza potentiellement contaminées par des OGM. D'après un spécialiste interrogé sur France Info, cela ne sera pas un obstacle financier pour accéder à ces médicaments. Les produits homéopathiques pourraient bientôt être déremboursés par la sécurité sociale. C'est ce que recommande en tout cas la Haute Autorité de Santé. Leur efficacité n'est pas prouvée selon elle. Ces médicaments sont pour certains remboursés à hauteur de 30%. Il veut regagner la première place chippée l'an dernier par la CFDT. Tout juste réélu à la tête du syndicat, Philippe Martinez affiche ses ambitions pour la CGT. Il obtient un plébiscite des militants avec plus de 90% des voix. Élection qui vient clôturer le 52e congrès de la Confédération Générale du Travail ouvert en début de semaine à Dijon. Douleur et gloire sera-t-elle la bonne cette fois-ci pour Pedro Almodovar? Va-t-il avec ce film obtenir sa première palme d'or? Le cinéaste espagnol présente ce soir à Cannes son dernier film, le 6e de sa carrière en lice pour la suprême récompense. Il est en grande partie autobiographique. Antonio Banderas y incarne un réalisateur en pleine crise existentielle. France Info. 20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde. Douleur et gloire, ça pourrait être aussi le sous-titre des informés ce soir. Douleur de Nicolas Sarkozy dont on parle ce soir et gloire des informés qui commentent cette actualité. On reparle donc de Nicolas Sarkozy alors que le Conseil constitutionnel, vous avez suivi ça, a rejeté son recours contre la tenue de son procès dans l'affaire Big Malion. Ce soir et tout à l'heure sur France Info, la porte-parole des LR, Lydia Guirous, était l'invitée. Alors, elle ne veut évidemment pas commenter une décision de justice, mais
elle est saisie tout de même d'un peu d'étonnement. Écoutez. Je ne peux pas m'empêcher quand même de me poser une question sur le calendrier. On est en pleine campagne des européennes, à peine 9 jours du scrutin. Je trouve que ça ne permet pas de se concentrer uniquement médiatiquement uniquement sur la campagne des européennes. Et moi, je suis amie de Nicolas Sarkozy et je lui dis mon soutien dans cette épreuve. Et je voudrais quand même rappeler qu'il n'a jamais été condamné. Lydia Guérousse, porte-parole des Républicains. Un petit problème de calendrier à Mme Mostafavi, c'est ce que nous disait finalement Xavier de Namur, qui disait qu'il faudrait peut-être une trêve des confiseurs, des juridictions finalement, à quelques jours des élections. Oui, c'est vrai que c'est le constat qu'on fait, c'est que ressortir les affaires, ça donne l'impression que toute la classe politique est de toute façon empêtrée dans les affaires. Après, c'est vrai que François-Xavier Bellamy, lui, de son côté, bénéficie quand même d'une dynamique un peu inédite à droite depuis que Emmanuel Macron a siphonné des voix à droite et à gauche. Donc, est-ce que ça va vraiment lui porter préjudice ? C'est pas forcément certain. Michel Soulet, Balkany, Sarkozy, Bellamy, ça rime, mais enfin, c'est pas la même droite, mais enfin, il y a un calendrier quand même. Non, c'est pas tout à fait la même droite, mais sur le calendrier, je ne suis pas d'accord. Ça fait un moment que la justice ne respecte plus cette trêve des confiseurs que vous voudriez voir et qui est toujours invoquée par les hommes politiques et les femmes politiques quand ils ont un ennui avec la justice. Donc, quand ça intervient à quelques jours d'une élection. Vu le nombre d'élections qu'on a régulièrement en France, si on faisait une trêve des confiseurs à chaque élection, les hommes et les femmes politiques seraient jugés encore plus tardivement. Et j'ai déjà dit lors de mon première intervention que le délai était très très long. L'affaire, elle est quand même grave. Et elle touche justement à une élection et l'élection principale. On a là quelqu'un à qui on reproche d'avoir dépensé quasiment le double de ce qui était autorisé. On appelle ça de la triche en langage ordinaire. Donc la triche, elle est sanctionnable. C'est pas rien, c'est 20 millions de dépassement de l'argent autorisé pour une campagne présidentielle. Donc que la justice passe, mais c'est lui, sur le calendrier, c'est quand même lui qui a déposé une question prioritaire de constitutionnalité. Et donc on sait que pour ce genre de choses, il y a un certain délai, et le Conseil constitutionnel ne s'adapte pas à un autre calendrier que le sien. À l'inverse, si la décision avait été positive, à l'inverse, on peut imaginer que Nicolas Sarkozy se serait fait un plaisir de dire que voilà, il aurait pour sa part exploité le calendrier et en aurait peut-être profité pour afficher son soutien à tel ou tel candidat et profiter de cette vague. Donc le calendrier, c'est toujours à double tranchant. Xavier de Namur, en tout cas, ça interdit aujourd'hui à Nicolas Sarkozy d'imaginer un retour en politique. Moi, pour Nicolas Sarkozy, je préférerais qu'il soit grillé définitivement de la vie politique. C'est pas comme j'ai dit, c'est pas ma tasse de thé. Donc, mais on n'est jamais mort en politique. Je pense que là, au bout d'un moment, il faudrait passer. La phrase d'Alain Juppé, en politique, on n'est jamais mort, regardez-moi. Lui, il a fini au Conseil constitutionnel, d'ailleurs. C'est très français, ça. On n'est jamais mort en politique. Dans les autres démocraties européennes, c'est pas le cas. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faudrait changer, c'est qu'on soit un peu mort en politique quand on a été un peu trop loin. Pourquoi on n'arrive pas à décrocher, justement, en France, et vous le disiez, Michel Soudet, on n'arrive pas à décrocher de la politique, visiblement? Non, effectivement, on a des hommes politiques qui se maintiennent. On a un ancien Premier ministre qui aurait, paraît-il, des vues sur un poste à la Commission européenne, une ancienne candidate à l'élection présidentielle de même, un ancien ministre de l'Agriculture, des Affaires européennes, ancien commissaire qui lui aussi voudrait continuer jusqu'à plus d'âge. C'est typique, et tout le monde se souvient de Lionel Jospin qui avait essayé de faire un retour après avoir dit qu'il arrêtait la vie politique. Donc c'est une constante. Oui, c'est pas spécifiquement français quand même, parce que on voit que là, même Angela Merkel qui a annoncé qu'elle se retirait de la vie politique a quand même des vues sur la présidence de la Commission européenne. On a vu qu'au Royaume-Uni, Nigel Farage qui avait disparu a fait un retour en fanfare. Enfin. Voilà, je pense que malheureusement, ça doit faire partie de l'ADN de l'homme politique. Il y a toujours l'envie de revenir et de s'imposer à un moment donné et de jamais avouer qu'on a peut-être échoué. Alors même si Angela Merkel a déclaré qu'elle allait se retirer de la vie politique, que ce soit la vie politique allemande ou européenne, en 2021, on va parler d'une autre éternelle revenante, on peut l'appeler peut-être comme ça, parce que l'actualité politique, vous avez vu ça, c'est également cette rumeur qui, si elle devenait un fait, alors là, va faire beaucoup causer. Selon les Échos, Ségolène Royal s'apprêterait à rejoindre
La République En Marche, elle pourrait annoncer son ralliement lundi prochain à la liste de Nathalie Loiseau. Alors, je propose d'écouter d'abord Stanislas Guérini, le patron de La République En Marche. Il était l'invité de BFM et lui, évidemment, il se réjouit. Je le souhaite et je pense que ce serait une excellente nouvelle parce qu'encore une fois, ça montrerait que nous faisons le rassemblement dans cette campagne de ceux qui croient à l'Europe, qui croient au projet de la transition écologique que nous portons dans cette campagne. Mais je pense que Ségolène Royal, elle n'aime pas qu'on parle à sa place. Je crois qu'elle aura l'occasion de s'exprimer et donc je la laisserai s'exprimer elle-même. Franck Dedieu, Ségolène Royal à La République En Marche, vous y croyez ? C'est bien possible. Alors déjà, c'est pas véritablement étonnant. Elle manque jamais l'occasion d'administrer des petits coups de griffe aux éléphantaux du PS, parce qu'elle a quand même un certain passif à cet égard. Et puis, effectivement, je crois que si on se place du point de vue d'Emmanuel Macron, c'est quand même une sacrée prise de guerre. Je crois que dans sa stratégie, finalement, de refaire 2017, on voit bien, on en parlera tout à l'heure, il essaye de... En tout cas, vous y croyez ? Je pense que c'est pas impossible. Puis on voit bien. Vous y croyez aussi ? Moi, je pense qu'elle peut tout à fait rejoindre La République En Marche. Moi, ce qui me dérange dans cette histoire, c'est que Ségolène Royal, on rappelle quand même un peu dans son passé, c'est que même d'ailleurs la présidentielle de 2007, elle avait invoqué de toutes sortes de thèmes sur l'écologie. Vous savez, elle avait même défendu à un moment le chèvre, je crois, le chapissiou, je crois, du Poitou. Enfin, elle avait toute une vision comme ça, donc c'était pas inintéressant. Et puis elle a démonté. Et ça la rapproche de la. Non, mais ça, c'est dans le truc. Ce que je dis, c'est bizarre, c'est que elle a fait ça donc pendant des années. Et elle a démonté Macron, je crois, c'était en novembre, un truc comme ça, sur justement à propos des gilets jaunes, à propos de l'écologie et tout. Et puis tout d'un coup, là, elle revient, et puis elle revient avec Macron. Donc, en fait, on s'aperçoit que c'est un peu des gens qui finalement, ils naviguent un peu en fonction du vent qui tourne. Et là, elle a un poste à prendre, et ben elle y va. Madame Mostafavi, vous y croyez ? C'est possible, Ségolène Royal à La République En Marche ? Mais pourquoi pas elle veut, pourquoi pas A priori, on aurait pu penser qu'elle était plutôt au Parti Socialiste. Oui, mais elle a échoué à faire le rassemblement de la gauche, donc maintenant elle cherche à se recaser. Pas du tout, nous dit Michel Soudet. Mais pourquoi cela ? Eh bien, on le saura dans 1 minute 30, parce qu'il est 20h20. On va laisser passer l'info et on continue à en débattre. Jules Dequisse. Les victimes présumées de l'anesthésiste de Besançon font part ce soir de leur incompréhension totale, de leur colère même, après la remise en liberté de Frédéric Péchier. Ainsi en a décidé la juge des libertés. L'homme venait pourtant d'être mis en examen pour 17 nouveaux cas d'empoisonnement sur des patients. Il est donc au total poursuivi pour 24 cas, dont 9 mortels. À quelques jours de l'arrêt des soins sur leur fils tétraplégique, les parents de Vincent Lambert essuient un nouveau revers. Le défenseur des droits estime que ce n'est pas à lui de trancher, il ne se prononce pas. Le médecin compte cesser de soigner cet homme tétraplégique depuis plus de 10 ans la semaine prochaine, après une décision en ce sens du Conseil d'État. À la veille d'un 27e samedi de mobilisation des Gilets jaunes, Emmanuel Macron estime que le mouvement n'a plus de débouchés politiques. Nous avons fait notre part du travail, avance le président de la République. Et il ajoute que la démocratie ne se joue pas le samedi après-midi, mais plutôt lors des élections, à commencer par celle des européennes dans 9 jours. Le métro parisien, les bus, les RER font un pas dans la modernité. À partir de septembre prochain, il sera possible de valider ses titres de transport grâce à son téléphone portable. Il n'y aura même pas besoin de le sortir, pas de contact nécessaire entre la borne et l'appareil. Cela commencera pour les appareils Samsung et les abonnés Orange. Et puis Roger Federer déclare forfait au Masters 1000 du tennis de Rome. Il devait jouer contre le grec Stefanos Tsitsipas, mais il est blessé à la jambe. Une alerte à 9 jours seulement du début du tournoi de Roland-Garros, où il va faire son retour après 4 ans d'absence. France Info. 20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde. Vous le savez, sur France Info, on n'a pas l'habitude de commenter les rumeurs. Et bien ce soir, on fait une exception, parce qu'on commente cette rumeur, effectivement, qui pourrait paraître un peu incroyable, rumeur de ralliement de Ségolène Royal à La République En Marche. Ça ne vous étonne pas, vous nous disiez-vous, Michel Soudet, pourquoi ? Au moins, si elle l'annonce lundi, ça sera beaucoup plus clair qu'à l'élection présidentielle. À l'élection présidentielle, Ségolène Royal n'avait donné aucune consigne, n'avait soutenu officiellement personne au premier tour, sauf qu'au lendemain du premier tour, le 26 avril 2017, au micro de CNews, elle déclarait exactement que c'était une bonne surprise dimanche soir parce que notre candidat était en tête. Et elle se disait heureuse de la qualification d'Emmanuel Macron, qu'elle avait conseillé, il y avait eu différents échos de presse, depuis que François Hollande avait renoncé à se porter candidat. Elle lui avait même conseillé, fin décembre,
C'était Enfin, ça, rapporté. c'était rapporté. C'était encore à l'époque où on rappelait que Emmanuel Macron avait été conseiller de François Hollande. Mais elle lui avait conseillé d'ailleurs de faire toute sa campagne en marquant à la culotte systématiquement Marine Le Pen, de rendre coup pour coup, ce qui avait conduit Emmanuel Macron d'ailleurs à faire un meeting le 4 février à Lyon, au moment où Marine Le Pen faisait sa convention nationale à Lyon. Et ensuite, Ségolène Royal, je vous rappelle, avait quand même été remerciée d'un poste d'ambassadrice chargée des pôles au 1er septembre 2017, donc très rapidement après l'élection. Franck de Dieu, c'est une bonne nouvelle pour La République En Marche. C'est une belle prise de guerre. C'est une belle prise de guerre parce qu'effectivement, comme je le disais, il veut essayer de refaire le coup de 2017 en disant c'est moi ou le chaos et le coup du en même temps. Alors là, je dirais qu'il le fait à 3 dimensions, parce que vous avez le en même temps ce coup-ci sur la droite, où vous avez des ralliements de poids et qui sont clairement affirmés, je pense à Raffarin, on a beaucoup parlé de la carte verte de Raffarin et Ségolène Royal dans le même parti. Dans le même bateau. Vous avez écarquille quand même un peu. Carte verte, Cohn-Bendit et puis Pascal Canfin. Et enfin, je dirais la carte de gauche, parce que n'oublions pas, on insiste beaucoup sur le caractère vert, écolo, mais il y a surtout le caractère populaire. Je veux dire, c'est quand même aussi la femme, la candidate de la vie chère, de la proximité avec les gens. Je veux dire, elle a une carte aussi populaire, et donc il aborde, j'allais dire mieux que de 2017, avec quand même un bilan pas glorieux, mais il aborde 2019 avec un en même temps à 3 dimensions, écolo, vert et de gauche. Et c'est peut-être un point dont on pourra parler plus tard, mais sur l'après, pour constituer des groupes, c'est une carte maîtresse parce qu'il se dit, finalement, est-ce que je ne peux pas constituer un groupe de libéraux de droite, de verts, je dirais non rouge, et puis d'une gauche social-démocrate classique avec une couleur populaire. Bon, et la droite, Xavier de Namur, est-ce que finalement, ce n'est pas une bonne nouvelle? Parce que, est-ce que ça risque pas de détourner des gens de droite qui votent La République En Marche, qui se disent « Ah non, je ne peux pas voter pour le parti de Ségolène Royal ». Oui, alors c'est vrai que ça brouille un peu les pistes parce qu'on comprend. Moi, personnellement, je comprends plus rien. Ouais. Ah, mais je pense qu'elle va Vous y aller. Plus rien. Je pense qu'elle va y aller. Vous venez quand même aux informer. Je vais quand même aux informer, mais enfin, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que effectivement, ils vont la prendre parce qu'ils ont cette espèce de volonté de ratisser large. Mais ça montre quand même dans la politique le manque d'éthique, le manque de vision, enfin, de la part de Royal. Et je trouve que, encore une fois, alors peut-être qu'ils pensent que c'est une bonne prise, mais je vous rappelle quand même que c'est elle, l'écotaxe, qui s'était bien vautrée dans cette histoire à l'époque quand elle était ministre de l'Environnement, et que c'est pas une super, c'est pas forcément si bien que ça. Mais moi, ce que je conseillerais plutôt aux gens, c'est de réfléchir sur qu'est-ce qu'on veut en fait, parce qu'en fait, en faisant ça, Macron, il ratisse large, il exclut un peu tous les petits. Le PS actuel, les écolos, etc. Alors qu'il y a quelque chose d'autre, il y a une autre alternative au Front National. Parce que c'est rejouer le Front National en face, c'est de retirer la possibilité à ceux qui ont autant de légitimité, finalement, que La République En Marche. Michel Soudet. Il y a 2 problèmes à se ratisser large. Le premier, c'est dans le en même temps, on voit bien qu'il y a eu le ralliement de Jean-Pierre Raffarin. On sait qu'il aimerait bien, en échange, obtenir un poste à la Commission européenne, sans doute la haute représentation diplomatique de l'Europe, qui est un poste de vice-président. Ségolène Royal, on lui prête la même intention. Et puis, on sait aussi que Emmanuel Macron ne veut pas reconnaître le système des Spitzenkandidaten, c'est-à-dire des candidats qui sont proposés par les partis européens pour devenir président de la Commission européenne, et qu'il aimerait bien pouvoir mettre Michel Barnier. Alors, je rappelle que ça la fait France des promesses à beaucoup de monde. Je rappelle que la France, comme tout pays européen, n'a droit qu'à un poste à la Commission européenne. Donc ça ferait 3 personnes pour un fauteuil. Ça fait 2 de trop. Quel malheur que l'Europe ne soit pas 100% française. Ensuite, je vais donner la parole quand même à Mme Mostafavi, parce que vous n'êtes pas exprimé sur le sujet. C'est une très mauvaise nouvelle quand même pour Raphaël Glucksmann et le Parti socialiste, non? C'est ce ralliement s'il devait intervenir. Oui, c'est sûr que c'est pas idéal. Après, de la part de Macron, il voit bien que là, le Rassemblement national semble prendre la tête dans les sondages, donc il va aller chercher des voix partout où c'est possible, et y compris dans les soutiens de Ségolène Royal, s'il y en a encore dans l'électorat. Après,
il a besoin de poids lourds à gauche. Il n'a pas eu beaucoup de personnes de gauche qui se sont ralliées à lui. C'est un calcul politique. C'est vrai que c'est un calcul qui peut décevoir certains électeurs. Bon, allez, les informés. On va, après ces émotions, prendre quelques minutes quand même pour reprendre nos esprits. Vous en faites pas. Vous allez avoir l'occasion de vous exprimer à nouveau. On va écouter ensemble la météo, les infos, boire un verre d'eau et on va se retrouver plus vaillant que jamais pour la deuxième partie des informés. Bonsoir à tous, un temps toujours aussi perturbé pour votre soirée ainsi que la nuit prochaine avec toujours de la pluie sur toute la moitié sud, des pluies un peu plus continues sur le sud-ouest et quelques averses orageuses qui pourraient se déclencher sur l'ouest de la Corse. Plus on ira vers le nord, plus le temps sera calme avec un ciel laiteux sur les régions les plus septentrionales. Demain matin, on retrouvera toujours ces conditions dépressionnaires avec des averses assez soutenues entre les Pays de la Loire, le Massif central et le sud-ouest. En cours d'après-midi, très peu d'évolution avec des averses orageuses attendu sur tout le nord-est ainsi que sur les Hauts-de-France et de la neige sur les Pyrénées et les Alpes, un temps perturbé partout ailleurs. Les températures en matinée, grâce à la couverture nuageuse, restent dans l'ensemble très douces, entre 7 à 13 degrés. Et en cours d'après-midi, les températures sont stationnaires, elles seront un peu plus douces sur le nord-est grâce aux éclaircies avec 21 degrés à Strasbourg. Bonne soirée à tous. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur France Info. Emmanuel Macron était à Biarritz aujourd'hui pour préparer le sommet du G7 prévu à la fin du mois d'août. Il a visité les sites qui accueilleront les chefs d'État et de gouvernement des 7 grandes puissances. Emmanuel Macron a profité de l'occasion pour s'offrir une séquence de communication politique. À 9 jours des élections européennes, il s'est attaqué au Rassemblement national. On l'écoute. Et moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que c'est pas grave si le Rassemblement national est encore une fois le grand gagnant de ces élections. Il y a 5 ans, il a été le grand gagnant. Il ne faut pas l'oublier. Et nous n'avons pas offert au reste de l'Europe le plus beau des visages à cet égard. Ils sont là. Ce sont les sortants. Qu'ont fait les sortants? Ils ont voté contre tous les projets que la France a défendus en Europe, y compris pour nous protéger. Et donc, sur tout un tas de sujets, leur bilan est une catastrophe pour le pays et pour l'Europe. L'anesthésiste de Besançon, Frédéric Péchier, est ressorti libre du tribunal la nuit dernière. Il a été mis en examen pour 17 nouveaux cas d'empoisonnement sur des patients. Sa mise en liberté est assortie d'un contrôle judiciaire. Pour les victimes, cette décision est incompréhensible. Quant au parquet, il compte faire appel. Manon Bougot. Ils ont organisé cette conférence de presse pour dire leur colère et leur soif de vérité. Face aux caméras, des victimes présumées du docteur Péchier ou leurs proches. Le maintien en liberté de l'anesthésiste, malgré sa mise en examen pour 17 nouveaux cas d'empoisonnement présumés, les a plongés dans l'incompréhension. Nous sommes profondément choqués de cette décision, compte tenu des charges qui pèsent aujourd'hui contre lui. Il est inconcevable pour nous qu'il reste libre. Nous, aujourd'hui, on vit avec, pour certains, comme je le disais tout à l'heure, des séquelles, avec des familles qui ont perdu un proche. Une autre famille a préféré laisser son avocat s'exprimer. Elle lui a demandé de montrer la photo de son enfant hospitalisé. Teddy, 7 ans aujourd'hui, a fait 2 arrêts cardiaques en 2016 suite à une opération des amygdales dans la clinique où exerçait Frédéric Péchier. Pour eux, le maintien en liberté du docteur Péchier, c'est dire il ne s'est rien passé. Le choc a été immense. Frédéric Péchier, lui, a appris la nuit dernière qu'il restait en liberté sous contrôle judiciaire. Soulagé, il enlace longuement sa fille. Une victoire pour ses avocats, alors que le procureur réclamait son placement en détention provisoire. Il nous semblait fondamental que le docteur Péchier puisse rester libre pour sa famille, c'est tout ce qui lui reste, on lui a pris son travail. Sa femme était justement venue hier soir le soutenir. Frédéric Péchier est aujourd'hui poursuivi pour 24 empoisonnements présumés, dont 9 mortels. Déjà placé sous contrôle judiciaire en 2017, il avait respecté ses obligations.
Et toujours dans l'actualité judiciaire, ce matin, le Conseil constitutionnel a ouvert la voie à un procès de Nicolas Sarkozy. Les sages ont tranché. Selon eux, l'ancien président peut être poursuivi au pénal pour financement illégal présumé de sa campagne de 2012. Et puis nous sommes le 17 mai, c'est aujourd'hui la journée de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Et à cette occasion, France Info vous propose une édition spéciale ce soir dans le 22h minuit avec Julien Benedetto et Jean-Baptiste Marteau en partenariat avec Scam France, la série Phénomène qui fait des millions d'adeptes chez les jeunes. Voilà pour l'essentiel. Restez avec nous sur France Info. Tout de suite, les informés. « 20h, 21h, France Info, les informés, Olivier Delagarde. » Toujours en compagnie ce soir d'Amna Mostafavi, rédactrice en chef à Courrier International, Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, Michel Soudet, rédacteur en chef adjoint à Politis, et Xavier de Namur, restaurateur. On va parler de la campagne des européennes, si vous le voulez bien, et de la guéguerre que se livre La République en marche et le Rassemblement national par communiqué ou déclaration interposée. Ce soir, depuis le Pays Basque, le président de la République a lancé une nouvelle charge contre le Rassemblement national. Écoutez. Mais moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que c'est pas grave si le Rassemblement national est encore une fois le grand gagnant de ces élections. Il y a 5 ans, il a été le grand gagnant. Il ne faut pas l'oublier. Et nous n'avons pas offert au reste de l'Europe le plus beau des visages à cet égard. Ils sont là. Ce sont les sortants. Qu'ont fait les sortants? Ils ont voté contre tous les projets que la France a défendus en Europe, y compris pour nous protéger. Et donc, sur tout un tas de sujets, leur bilan est une catastrophe pour le pays et pour l'Europe. Amna Mostafavi, je vous vois vous agiter en écoutant le président de la République. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette guéguerre? Non, ça m'inspire que oui, c'est certes un visage pas très beau que la France a montré, mais malheureusement, on voit que dans toute l'Europe, c'est ce qui risque de se profiler au niveau de tous les scrutins. Donc, il rejoue la partition des années 30, les relents nationalistes. Ça n'a pas fonctionné jusqu'ici, donc je ne suis pas convaincue que rejouer cette partition à nouveau, ça fasse recette dans une semaine. Alors, vous dites que ça n'a pas fonctionné jusque-là. Michel Soudet, est-ce que finalement cette guéguerre à distance ne fait pas les affaires des deux partis, de la République en marche et du Rassemblement national? Chacun peut se targuer finalement d'une sorte de vote utile contre l'autre. Évidemment, il nous joue le troisième tour de l'élection présidentielle, alors que ce n'est pas du tout l'objet. On est dans un scrutin proportionnel où chacun peut voter pour ses convictions, pour ses idées, avec quelques limites qui sont liées au mode de scrutin, qui font que si vous votez pour une liste qui fait moins de 5%, votre vote ne vaut pas plus qu'une abstention. C'est la règle de ce scrutin, il faut la connaître. Mais ensuite, le jeu, normalement, est complètement ouvert. Alors là, on a Emmanuel Macron qui veut se pousser du col, qui s'est créé d'emblée une image de lutte contre les populistes, de créer un duel, même au niveau européen, mais qui amène la montée des populistes, si ce n'est les politiques suivies par l'Union européenne et les politiques défendues et appliquées par Emmanuel Macron. Donc il se joue de l'un l'autre. On a Marine Le Pen qui se dit « je suis le rempart contre Emmanuel Macron ». Et d'ailleurs, vous avez vu le sondage, beaucoup d'insoumis un certain nombre d'insoumis seraient séduits par un vote. Oui, alors ça, je demande à voir, puisque... c'était le sondage France Info d'hier. Oui, mais à l'élection présidentielle, ce qu'on avait observé, c'est que la proximité était beaucoup plus à droite, puisque dans le report des voix au second tour, 20% des électeurs de François Fillon avaient voté pour Marine Le Pen et 7% seulement des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Moi, je suis assez d'accord avec Michel sur quand même le danger de cette rhétorique binaire qui consiste à dire c'est moi ou le chaos, et du coup à donner le monopole, je dirais, de l'opposition à Marine Le Pen. Et non seulement c'est pas profitable à la démocratie, mais c'est même pas, d'un point de vue très trivial, profitable, je dirais, à Macron lui-même, parce que finalement, on se dit, si c'est le monopole, après tout, vous voyez ce que je veux dire ?
il y a un déplacement qui commence à devenir extrêmement inquiétant. Et puis, d'autre part, c'est que quelque part, en se disant « c'est moi ou le chaos », il accrédite la thèse du statu quo. Et la thèse du statu quo, ça ne marche pas. Les Français ne veulent plus du statu quo, ne veulent plus de l'Union européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Et on se dit finalement, c'est le représentant de cette Union européenne ordolibérale qui confine, je dirais, au délitement, au chômage, aux inégalités et, je dirais, à la fin des fins, et c'est ça, finalement, l'ironie, le drame suprême de l'histoire, aboutit même au populisme et aux extrêmes. Xavier de Namur, je sens que vous allez me dire que c'est encore pas une bonne nouvelle pour la politique, parce qu'on parle encore de politique politicienne et pas une bonne nouvelle pour l'Europe, quoi. Moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, cette polarisation sur le Front National de la part de M. Macron est assez étrange, c'est-à-dire même incohérent pour moi, parce que d'un côté, suite au mouvement des Gilets jaunes, tout ça, il a dit on va remettre un peu de proportionnel, etc. dans les élections. On a une élection ici qui est complètement proportionnelle, et lui, il nous la rejoue, qu'est-ce que tu disais tout à l'heure, Franck, complètement binaire. Donc en fait, il exclut, c'est ce que je disais tout à l'heure, il exclut finalement toutes les autres listes, alors que les Français ont une alternative de l'autre côté à regarder. Et donc les Français devraient dire, c'est pas de régler les comptes en votant FN ou en votant RN, soit au Rassemblement national, soit à La République en marche, mais de voter autrement, pour voir quelles sont d'autres alternatives pour l'Europe, d'autres possibilités, et de réfléchir, au lieu d'être sur ce débat purement politique entre le Front National et La République en marche, d'aller vraiment sur le thème des idées, des débats, avec des propositions pour l'Europe concrètes. Voilà ce que je pense qu'il devrait faire. Ce qui est étonnant, Mme Mostafavi, c'est finalement on passe d'un bipartisme à un autre. Pendant longtemps, c'était l'affrontement gauche-droite, et aujourd'hui, c'est l'affrontement extrême-droite en même temps. Oui, enfin, en tout cas, c'est la partition qu'on veut nous jouer, c'est la division qu'on veut créer. Ça fait plus de 6 mois que Macron s'est présenté comme ça, non seulement comme rempart contre le Rassemblement national en France, mais aussi au niveau européen. Il s'est mis dans un jeu aussi avec Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien, en disant voilà. On incarne 2 Europes différentes, mais en effet, il y a beaucoup d'autres alternatives, beaucoup d'autres Europes, et on n'est pas obligé d'être enfermé dans ce duel. Michel Soudet. Il y a quand même effectivement là un modèle qui se joue. On voit bien qu'Emmanuel Macron, en essayant de rassembler des gens de gauche, des gens de droite, des gens du centre, maintenant des écologistes, essaye de créer une grande coalition. Sur le modèle de celle qui existe dans une bonne partie de l'Europe, à commencer par l'Allemagne, par l'Autriche, on en a vu aussi aux Pays-Bas. Et à chaque fois, le résultat, pensez à l'Allemagne, le résultat de 2 mandats de grande coalition entre sociodémocrates et chrétiens-démocrates, c'est une montée extraordinaire de l'extrême droite. Et on a eu le même phénomène en Autriche pendant assez régulièrement. Et on le constate dans d'autres endroits, y compris maintenant. On voit des soi-disant alliés d'Emmanuel Macron être alliés dans leur gouvernement avec des partis d'extrême droite. C'était le cas en Estonie, où Marine Le Pen a été faire un voyage il y a quelques jours, où elle a rencontré un parti d'extrême droite qui est allié à un parti centriste, allié à Macron. Très vite, Xavier Deneulin. Oui, alors c'est juste que le danger, c'est que ça nous rappelle ce qui s'était passé pendant les années Mitterrand, où on avait joué ça, puis finalement on avait eu des maires à Orange, etc., des gens, la droite, l'extrême droite, je veux dire, était passée. C'est-à-dire qu'on peut jouer en disant on va gagner contre eux, et puis au jour à l'autre, ils passent. Donc on se retrouve avec des Orban, des Salvini, un peu partout en Europe. Et ça peut être le cas en France un jour. Il est 20h40. Je pense qu'il ne faut pas jouer avec le feu. Il est 20h40 sur France Info. On ne joue pas avec le feu. Vous écoutez Les Informés. Mais d'abord, le rappel de l'info, c'est avec Jules Dequisse. En installant un duel avec Marine Le Pen pour les européennes, Emmanuel Macron se fait le promoteur du Rassemblement national, d'après Lydia Guirous. Sur France Info, la candidate des Républicains à cette élection fustige les dernières déclarations du président de la République. Il a à nouveau ciblé le RN aujourd'hui, estimant que son bilan était une catastrophe pour la France et pour l'Europe. L'accident de Millas, il y a 1 an et demi, est dû à une défaillance de la conductrice, d'après les enquêteurs. Mais il lui trouve une circonstance atténuante, la configuration du passage à niveau. Il était difficile de voir que la barrière se baissait après un carrefour délicat, d'après leur rapport. La collision entre ce car scolaire et le train avait fait 6 morts et 18 blessés graves.
12 millions de retraités du privé vont voir leur pension augmenter ces prochains mois. Syndicats et patronats sont tombés d'accord pour indexer les retraites Agirc-Arrco sur l'inflation jusqu'en 2022. Donald Trump reporte de 6 mois la hausse des droits de douane sur les automobiles importées aux États-Unis. Elle devait entrer en vigueur demain. Il dit finalement laisser un peu plus de temps aux négociations avec l'Union européenne et le Japon. Cette mesure protectionniste inquiète grandement aux États-Unis les industriels. Ils craignent une hausse du prix des voitures qui menacerait des milliers d'emplois. Lorient, Lens et le Paris FC, 3 clubs se battent pour 2 places en barrage d'accession à la Ligue 1. Béziers et Sochaux, eux, luttent pour ne pas descendre directement en national. Les 10 matchs de la 38e et dernière journée de Ligue 2 se jouent ce soir. Et le coup d'envoi, c'est dans 5 minutes à peine. France Info. 20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde. Et on va justement parler de ces rencontres de football dont évoquait Jules Dequisse. Alors, pas sur le terrain, mais ce qui se passe plutôt dans les tribunes. Parce que c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Journée qui intervient alors que les signalements d'agression physique envers les personnes LGBT ont atteint un niveau record l'an passé. Alors, un certain nombre d'initiatives sont lancées pour combattre l'homophobie, notamment dans le domaine du sport. Les footballeurs professionnels porteront un brassard multicolore ce week-end. Et ce clip va également être diffusé dans les stades. Parfois, je pense à ceux qui vont au stade pour en découdre. Ceux qui ont besoin de ça parce qu'ils ont un truc à résoudre. À ceux qui traitent de PD les joueurs sur le terrain. Sans penser que dans la tribune, c'est une insulte pour leurs voisins. Voilà, extrait de ce clip commandé par la Ligue de football professionnel. Il y a un problème spécifique dans les enceintes sportives en ce qui concerne l'homophobie, Madame Mustafavi. Je ne sais pas si c'est spécifique aux enceintes sportives. C'est malheureusement un phénomène qui traverse beaucoup de couches de la société et qui se retrouve dans différents milieux. Alors peut-être que dans les stades, du fait de la concentration, du fait que... on entend des trucs dans les stades. Voilà, du fait que ce soit peut-être, je sais pas, majoritairement des hommes, sans vouloir, voilà, bon, peut-être que du fait du... Ne stigmatisez pas, mais vous avez raison quand même. Peut-être que ça joue sur le fait qu'il y ait besoin de toute façon, il y a besoin d'une grande prise de conscience et c'est vraiment une très bonne initiative, je pense, d'avoir lancé ce clip à minima. Vous dites on entend des trucs et effectivement, largement on entend des trucs. Mais la bonne nouvelle dans cette histoire, des euphémismes. Oui, mais la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que maintenant on entend des trucs et ça choque. Il n'y a pas si longtemps que ça, on entendait beaucoup de choses et ça semblait glisser sur les spectateurs. Là, on a l'impression quand même qu'il y a une vraie prise de conscience. Je crois qu'il y a un vrai travail de prévention. Et avant, peut-être, si la question c'est faut-il en passer par la loi, avant d'en passer par la loi, je crois qu'il y a évidemment le besoin de déconstruire des clichés et de faire appel, mais j'ai l'impression quand même qu'ils sont un peu absents pour l'instant. Le monde du football. Alors, effectivement, il y a Griezmann qui a qui est intervenu là-dessus, mais il faut faire intervenir des figures tutélaires qui ont beaucoup d'influence sur les spectateurs, sur les jeunes. Bien sûr. Les joueurs, vous voulez dire donc, les joueurs, mais aussi la fédération. Encore que la fédération, elle s'agit. C'est vrai, vous avez raison. Non, mais plutôt pas d'en haut. Il faut que ça vienne aussi, je dirais, de ceux qui sont aux prises avec le réel, c'est-à-dire les entraîneurs, les footballeurs, tout ce staff un peu intermédiaire qui a un rôle à jouer. Et là, il semblerait tout de même qu'il y a un petit peu de tabou et il y a un vrai travail à faire là-dessus. Xavier Delamure. Oui, alors ce qui est sûr qu'il y a deux choses. Déjà que je pense parce que la parole se libère, donc les signalements ont augmenté, donc c'est peut-être pour ça qu'on le voit plus. Et la deuxième chose, c'est que rien n'est jamais acquis et que moi je vois bien, même dans mon entreprise, moi j'ai des entreprises, des restaurants. Dans votre restaurant, au cœur du Marais, je suis au cœur du Marais et on peut entendre d'ailleurs c'est pour ça que je fais des briefings avec mon personnel dès que je les embauche aussi pour expliquer que ce soit sur l'homophobie, sur le sexisme, sur le racisme, etc. dont je dois jamais entendre. Et donc moi je suis le garant, et on peut entendre, des fois ça peut entendre de ma cuisine, quelqu'un qui dit, alors soi-disant en plaisantant, oh PD ou un truc comme ça, et bien tout de suite, il faut être là derrière, il faut jamais laisser passer. Parce que moi, dans mon entreprise, j'ai 25 nationalités qui travaillent. Pour 80 salariés, j'ai des gays, des trucs, des homosexuels aussi, des gens qui peuvent être musulmans et tout. Et ben, on doit être le garant et jamais laisser passer. Parce que dès que vous laissez passer ça, ça continue. Donc l'État, dans cette histoire, si on veut faire quelque chose, c'est qu'il va falloir former, il va falloir de la pédagogie. Et si on veut réprimer l'homophobie réellement, eh ben, il va falloir, parce que les juges aujourd'hui, on n'en a pas. Les policiers ne sont pas forcément formés à tout ça. Donc c'est surtout une question de communication, une question d'apprendre.
que la différence est possible. Et que moi, dans mes salariés qui viennent de pays africains, j'en ai à peu près une dizaine, et ben, dans leur pays, l'homosexualité est réprimée. Donc tout d'un coup, ils arrivent là, ils se confrontent à ça, et ben, il faut leur expliquer que cette différence ne dérange personne, que c'est normal, etc. Donc c'est un vrai travail de fond. Bon, c'est la bonne question à vous poser. Michel Soudet, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de l'éducation, c'est de la répression, c'est de la communication, c'est un peu de tout? De l'éducation, certainement, et de l'encadrement aussi des sportifs. On a bien vu que même à un plus haut niveau, des fois, ça peut déraper. Quand Patrick Evra est pris dans les vestiaires en train d'insulter les joueurs adverses de PD en disant que c'est les vrais hommes qui parlent, ça a été filmé, on l'a vu. Donc, à ce niveau-là, il y a un encadrement à avoir. Après, une répression dans un stade, c'est difficile d'organiser une répression avec une foule ou autre. Mais je pense que c'est à chacun de prendre conscience de ne pas laisser dire ce qu'on entend à côté. Parce que sinon... Mais donc vous nous dites qu'il n'y a pas besoin de nouvelles lois en France? Mais on peut faire des nouvelles lois. Ça on sait faire. Hein. Mais sauf que des lois, on est même assez bon pour des ça, lois inapplicables se révèlent être des mauvaises lois. Dans un stade, quand vous avez une foule, vous entendez quelque chose de crier, et qui est crié, vous ne savez pas forcément d'où ça vient, c'est un peu compliqué à repérer. Si on peut le faire, on applique la loi. Mais il faut... Dans les je ne sais pas si on peut aller... Ce qu'on peut constater aussi, par exemple, sur la loi, si on parle de la loi, c'est dans les affaires où il y a des violences sur des personnes, etc., la plupart du temps, les violences sont retenues, les critères ne sont pas condamnés, les critères d'homophobie, les critères de racisme. C'est rare. C'est-à-dire qu'il faut savoir quand même que si on veut donner les moyens à la justice de le faire, il va falloir, au lieu de réduire les budgets, etc., il va falloir leur redonner des moyens aux juges. Parce que du coup, ils n'ont plus le temps. Ils ont déjà à s'occuper des cambriolages, etc. Et tout. Là, du coup, c'est vrai que dans les cas de violence, ça serait déjà bien que la justice reconnaisse les circonstances aggravantes. Après, je pense que c'est l'essentiel, c'est de montrer aussi que, par exemple, le foot, c'est un sport pour tous. Là, il y a la Coupe du Monde de foot féminine qui commence le 7 juin. Bon, voilà, si on a... Je sais pas s'il y a les mêmes problèmes dans les stades de foot féminin, mais j'en suis pas... C'est-à-dire, il y a quand même beaucoup moins de monde. Il faut reconnaître que là... Mais voilà, c'est des sports qui sont ouverts à tous et qu'il faut peut-être aussi se casser l'image de ce qu'on a du footballeur typique. Voilà, il peut être homosexuel, ça peut être une femme, ça peut être n'importe qui. Et l'essentiel, c'est de retrouver un peu cet esprit sportif. Déconstruire les clichés, bien sûr, mais je reviens quand même sur par rapport aux joueurs. C'est-à-dire qu'effectivement, on dit ce sont des stars, ils sont très écoutés, ils ont finalement beaucoup d'influence auprès des jeunes, et cela justifie leur salaire mirobolant. Mais pardon, mais en face de ça, il y a quand même des devoirs, et il y a le devoir de faire attention à ce qu'on se dit, et même quelque part, le devoir d'intervenir quand on leur dit il faut marquer des buts, on leur dit pas vous devez être admirable. Non, on leur dit pas que ça, on leur dit aussi qu'ils doivent avoir une attitude. Chaussures, ils le font. Ils ont une influence, je dirais, colossale sur les jeunes, vous le voyez même au niveau des coupes de cheveux, de ce qu'ils consomment, etc. Vous voyez bien aussi comment ils négocient pour leurs spots publicitaires. C'est bien la preuve que cette influence-là ne se limite pas à un jeu de jambes sur un terrain de foot ou à marquer des buts. Non, ils ont des devoirs à l'égard de la collectivité qui justifient leur salaire. 20h50 sur France Info, les informés se poursuivent. Et d'abord, un petit tour par l'info, Jules de Kiss. Emmanuel Macron détourne la fonction présidentielle et en abuse pour se comporter en véritable chef de clan, censure Jordan Bardella. La tête de liste du Rassemblement national vend debout après la dernière charge du président de la République contre son parti. Il estime que les eurodéputés RN ont voté contre tous les projets que la France a défendus en Europe, même quand c'était dans l'intérêt du pays. Fini les files d'attente dans certains ports, dans certaines gares ou à l'entrée du tunnel sous la Manche. Les douaniers mettent fin à leur grève du zèle entamée il y a 2 mois et demi. Ils viennent de trouver un accord avec le ministère de l'Action et des Comptes publics. Ils obtiennent 50 € de primes supplémentaires par mois. L'Iran appelle à des actes concrets pour sauver l'accord sur le nucléaire. Le pays demande des relations économiques normalisées avec la communauté internationale et ce n'est pour l'instant pas le cas puisque des sanctions américaines économiques pèsent sur le pays. Téhéran redemande aujourd'hui aux autres signataires d'en alléger les effets et si rien ne bouge, le pays reprendra son programme de développement militaire d'ici 2 mois. Le train des primeurs va continuer à rouler après le mois de juin entre Perpignan et Rungis. Il transporte des fruits et légumes, mais il est bientôt hors d'usage. Fret SNCF ne trouve pas d'accord avec les producteurs. Pour
pour le renouveler. Mais en attendant, l'exploitation de la ligne est prolongée jusqu'à la fin de la haute saison au moins. C'est ce qu'annonce le ministère des Transports. Et puis, première victoire dans un grand tour cycliste pour le basque espagnol Pello Bilbao. Il remporte la 7e étape du Giro à l'Aquila dans le centre de l'Italie. Une victoire au sommet de la montée finale, quelques secondes avant le français Tony Galopin. France Info. 20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde. Allez, on s'est beaucoup écharpé. Ce soir, on va terminer par une histoire d'amour. C'est dans le Parisien que j'ai lu ça. Une jeune femme est tombée amoureuse d'un inconnu dans un TGV Paris-Nice il y a un mois. Ils ont apparemment échangé des regards alanguis pendant tout le voyage, mais aucun des deux n'a osé aborder l'autre. Résultat, la romance s'est achevée en gare de Toulon lorsque le jeune homme est descendu et que Sandrine, elle, a poursuivi son voyage. Seulement voilà, Sandrine, toute dépitée, a eu l'idée d'ouvrir une page Facebook pour tenter de retrouver son beau voyageur. Nous avons pris le Ouigo 78 051, nous étions dans la voiture 7, tu es grand, mince, tes cheveux sont châtains, si tu te reconnais, je te propose de m'envoyer un message. Que croyez-vous qu'il arriva ? Eh bien, rien, zéro, aucune nouvelle. On est sur France Info, pas dans Tournée Manège ou dans Le Bonheur et dans le Prix. Mais qu'est-ce que vous inspire finalement cette histoire ? Est-ce que les réseaux sociaux, finalement, nous rapprochent en nous permettant de jeter ces bouteilles à la mer ? Ou est-ce que ces réseaux sociaux, finalement, nous isolent parce qu'aucun des deux n'a eu l'idée d'aller parler à l'autre, quoi, Xavier de Namur ? Bah oui, c'est-à-dire que moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, ça nous isole plus parce que les gens ne se parlent plus directement. C'est-à-dire qu'elle a peut-être pensé que par les réseaux sociaux, avant, moi, je prenais le train, je veux draguer une nana dans le train, je vais lui parler parce que je sais que, bon, je n'avais pas le téléphone, par exemple, je sais que je ne vais pas la retrouver. Vous draguez les nanas dans les trains ? C'est possible, on peut draguer les nanas dans le train. En tout cas, moi, ce que je pense que dans la vraie vie, dans la real life, comme on pourrait dire, je trouve que c'est mieux. Moi, j'ai des bistrots, c'est un peu les réseaux sociaux normaux. C'est-à-dire que les gens se parlent, ils sont autour du bar et les gens se rencontrent, sortent ensemble et ça, c'est la vraie vie. Parce que le truc des réseaux sociaux, les gens... Alors, ce qui est marrant, c'est que des fois, moi, je vois des gens qui se rencontrent sur Tinder et puis ils se donnent rendez-vous au bistrot. Mais au bistrot, ils peuvent rencontrer vraiment d'autres gens parce que là, c'est pas du fake. C'est pas... et puis en plus, ça arrange votre chiffre d'affaires. Oui, j'ai pas pensé à cette hypothèse de Xavier qui est excellente, je crois, c'est de se dire finalement pourquoi ils se sont pas adressés la parole. Peut-être parce qu'ils croyaient qu'il y avait un deuxième tour sur les réseaux sociaux. Et c'est ça le drame, c'est au fond, rien ne vaut le réel. Effectivement, il y a les bistrots et puis on est tous allés, je dirais, 14 fois d'affilée chez la boulangère ou chez la fleuriste pour enfin pouvoir décrocher un mot. On a tous posé... vous, c'est les boulangères et les fleuristes. Ou, par exemple, on a tous posé notre serviette au même endroit sur la plage que la veille parce que effectivement, on va peut-être à nouveau engager la conversation avec des jeunes filles. Bref, rien ne vaut le réel. Et ou des jeunes garçons. Et l'hypothèse finalement de se dire, c'est parce qu'il y avait peut-être un deuxième tour sur les réseaux sociaux que tout cela, je dirais, inhibe et permet de casser la glace, eh bien, c'est une hypothèse que je peux retenir et qui me paraît finalement assez dangereuse. Je suis un peu techno non-béat. Anna Mostafavi. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a l'illusion qu'on peut toujours retrouver tout le monde sur Internet. Il y a eu plein d'histoires virales, de photos partagées. Voilà, même après l'incendie de Notre-Dame, il y avait cette photo d'un père et de sa fille qui a été partagée des millions de fois et jusqu'à ce qu'on retrouve le père et la fille en question. Donc c'est vrai qu'il y a cette tendance qui fait qu'on a toujours l'impression que si on croise quelqu'un, peut-être qu'on va le retrouver. Mais après, dans cette histoire, personnellement, je pense que s'ils avaient voulu se parler, ils se seraient parlé. Bon. Vous n'êtes pas timide, vous. Michel Soulet. Là, dans cette histoire, c'est quand même 4 heures de train passées à se regarder sans se parler. C'est quand même énorme si ça devait aboutir à quelque chose. Maintenant, des histoires comme ça, avant les réseaux sociaux, ça existait déjà. Là, les gens ne se retrouvaient pas du tout. Là, au moins, je sais pas. Il y avait les petites annonces de Libé. Bien sûr, oui. Vous vous rappelez les petites annonces de Libé? Vous, c'est les petites annonces de Libé. On lisait les bistrots, les fleuristes. On lisait ça assez régulièrement. Je t'ai vu à tel endroit, on était dans le même train, on était dans le même métro. Comment peut-on être séduit par quelqu'un à qui on n'a pas parlé, Xavier de Namur? Moi, je veux dire qu'un mec qui travaille à la radio, ça le sidère, quoi. Mais aujourd'hui, on peut être séduit, on regarde bien, justement, par les réseaux sociaux. On met des photos qui nous mettent bien en avant et on peut être séduit. Tiens, on a une demande d'amis, tu sais, on a sur Facebook et tout ça, tu as des demandes d'amis, puis tu vois... Alors, des fois, il faut faire attention parce qu'il y a des demandes d'amis qui sont des professionnels, mais quand tu as des demandes d'amis qui sont censés être en lien avec d'autres amis à toi, tu peux être séduit par la personne, mais tu la connais pas, tu l'as jamais parlé. C'est juste, pour l'instant, c'est juste une image.
Et la vraie vie, pour moi, reste toujours ce qui est essentiel. C'est-à-dire, pour moi, il faut aller à la rencontre des gens. Mais vraiment, il faut ramener la vraie sociabilité entre les gens. Cela dit, il y a quand même une preuve que ça fonctionne et que c'est de plus en plus une tendance. Toutes les applications de rencontres, ça fonctionne uniquement sur le fait de voir les gens. Après, tous ces gens qui se rencontrent de manière virtuelle doivent après aller prendre un café ou aller manger dans votre restaurant. De toute façon, on a aussi la preuve que les réseaux sociaux permettent aux gens de se rencontrer dans un domaine. C'est qu'à la suite d'appels, ils se sont retrouvés sur des ronds-points, ils ont fait connaissance, ils se sont organisés. Et il y a des couples gilets jaunes. Et il y en a certainement qui sont nés dans cette histoire. Je peux vous dire une chose, c'est que si les deux se retrouvent, ça va faire quand même une formidable publicité pour la SNCF. Allez, les informés, c'est terminé pour ce soir. La une de vos journaux, en commençant peut-être par Politis. Alors la une de Politis cette semaine, c'est une grande interview de Manon Aubry, tête de liste de la France Insoumise, qui nous dit, c'est le titre de une, les traités condamnent l'Europe à être libérale. Mais il y a bien d'autres choses dans cet entretien. La une du Courrier international. Et nous, on vous emmène toujours, comme à notre habitude, assez loin, puisqu'on va aux États-Unis et on se demande et si les États-Unis viraient socialistes. Franck Delieu. Alors, lisez Politis pour Madame Aubry, mais lisez aussi Marianne, parce que nous, on a interviewé Mélenchon qui nous répond sans concession sur l'Europe, sur le communautarisme et même sur la présidentielle de 2022. Bon, on lira tout ça ce week-end. Je vous souhaite une excellente. Vous vouliez quoi? Donner ce qu'il y a à votre carte? Vous aviez donné à vous. Moi, j'ai aussi une. Moi, je lance le printemps de l'alimentation durable avec Carole Delga le 8 juin. On fait un truc énorme qui va... Eh ben, c'est dit. Voilà. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente soirée. Restez avec nous. L'info continue sur France Info.